Bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour les élèves qui viennent d'arriver en terminale et avec la spécialité SES. Donc déjà, félicitations pour être arrivé en terminale, avoir la spécialité SES en première et l'avoir continué en terminale. Donc ce petit quiz, c'est juste pour vérifier quels souvenirs vous avez de votre année de première. Probablement aucun, vous avez bien fait attention à nettoyer votre disque dur interne pendant les vacances, mais il va falloir peut-être justement retravailler tout ça, et donc cette vidéo est là pour ça. Allez, c'est parti pour ce quiz. Êtes-vous prête et prêt pour la spécialité sciences économiques et sociales pour la terminale? Êtes-vous prête ou prêt pour le bac SES? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première question, que se passe-t-il si, sur un marché, le prix est supérieur au prix d'équilibre? L'offre est supérieure à la demande ou la demande est supérieure à l'offre? Question 2, quelles sont les conséquences de la création d'une taxe sur les producteurs? Attention, plusieurs réponses possibles. Un déplacement sur la courbe d'offre vers le haut, un déplacement de la courbe d'offre vers le haut, un déplacement de la courbe de demande vers le haut, ou un déplacement sur la courbe de demande, vers le haut encore. Une augmentation du prix d'équilibre, une diminution du prix d'équilibre, une augmentation de la quantité d'équilibre ou une diminution de la quantité d'équilibre. Question suivante, qu'est-ce qu'un oligopole? La situation où il y a autant d'acteurs du côté de l'offre que de la demande. La situation où il y a un seul acteur du côté de l'offre et de nombreux acteurs du côté de la demande. La situation où il y a un seul acteur du côté de la demande et de nombreux acteurs du côté de l'offre. La situation où il y a un faible nombre d'acteurs du côté de la demande et de nombreux acteurs du côté de l'offre, ou la situation où il y a un faible nombre d'acteurs du côté de l'offre et de nombreux acteurs du côté de la demande. Question 4. Est-ce que les ententes et les cartels sur un marché sont autorisés? Oui ou non? Question 5. Que se passe-t-il quand il y a une externalité négative sur un marché? À nouveau, plusieurs réponses possibles. Le coût pour les entreprises est supérieur au coût pour la société. Le coût pour les entreprises est inférieur au coût pour la société. Les décisions prises sur un marché ont des conséquences négatives sur des acteurs extérieurs. Les décisions prises à l'extérieur du marché ont des conséquences négatives sur les acteurs du marché. On produit plus que ce qu'il faudrait idéalement pour la société ou on produit moins que ce qu'il faudrait idéalement pour la société. Question 6. Quand il y a une asymétrie d'information, l'offre a plus d'informations que la demande, ou l'inverse, donc la demande a plus d'informations que l'offre, ou, petit b, une entreprise a plus d'informations que ses concurrentes. Question 7. Une augmentation des dépenses publiques de 10 millions d'euros peut-elle provoquer une augmentation du PIB de 15 millions d'euros? Oui ou non? Question 8. Quelles sont les conséquences d'une augmentation des taux d'intérêt directeurs par la Banque centrale? À nouveau, plusieurs réponses possibles. Il y a plus de crédit ou moins de crédit. L'activité économique ralentit ou accélère. L'augmentation des prix accélère ou ralentit. Question 9. Quelle est la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel? Le taux d'intérêt nominal est fixé par la Banque centrale alors que le taux d'intérêt réel est fixé par les banques commerciales. Le taux d'intérêt nominal indique ce que gagnent les personnes qui prêtent de l'argent alors que le taux d'intérêt réel indique ce que doivent payer les personnes qui empruntent de l'argent. Le taux d'intérêt nominal est influencé par l'augmentation des prix alors que ce n'est pas le cas pour le taux d'intérêt réel qui représente donc le prix du financement en termes de pouvoir d'achat. Ou encore, il n'y a pas de différence entre les deux, ce sont deux synonymes. Question 10. Est-ce que l'éducation et la socialisation, c'est la même chose? Oui ou non? 3 questions où il faut répondre par oui ou par non. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des différences de socialisation entre les milieux favorisés et les milieux défavorisés? Est-ce que le genre et le sexe, c'est la même chose? Est-ce que le revenu est un critère utilisé pour construire les catégories socio-professionnelles? Question 14. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des catégories socio-professionnelles? À nouveau, plusieurs réponses possibles. Les salariés, les employés, les artisans, commerçantes et chefs d'entreprise, les chômeurs et les chômeuses, les fonctionnaires ou les agriculteurs et agricultrices. Question 15. Est-ce qu'on peut ne pas être considéré comme déviant alors même qu'on n'a pas respecté, qu'on a violé une des normes de la société? Question 16. Est-ce que le taux de participation électorale est calculé par rapport à toutes les personnes qui ont le droit de vote? Allez, il ne reste plus que 3 questions. Question 17. Est-ce que le fait d'être couvert par une assurance incite les individus à avoir des comportements moins risqués? Oui, réponse A. Ou est-ce qu'au contraire, ça les pousse à avoir des comportements plus risqués? Réponse B. Quelles sont les caractéristiques de la logique d'assurance de la protection sociale? Plusieurs réponses possibles. Avoir un contrat auprès d'une société d'assurance. Les aides sont financées grâce aux impôts. Les aides, c'est-à-dire les prestations sociales, sont proportionnelles aux cotisations que l'on a versées.
Ou encore, les aides sont réservées aux personnes les plus pauvres. Et enfin, dernière question, question 19, pas 20, désolé. Quelles sont les caractéristiques de la logique assistance de la protection sociale? À nouveau, plusieurs réponses possibles, les mêmes que tout à l'heure. Avoir un contrat auprès d'une société d'assurance, les aides sont financées grâce aux impôts, les aides, c'est-à-dire les prestations sociales, sont proportionnelles aux cotisations qu'on a versées, ou encore les aides sont réservées aux personnes les plus pauvres. Donc, comme vous avez pu le voir, avec ce quiz, j'ai repris à peu près tout le programme de première. Il est probable qu'en réalité, vous n'ayez pas fait tout le programme en première, donc c'est normal que vous n'ayez pas pu répondre à certaines questions. Mais j'ai repris tous les points qui sont utiles avant d'aborder les cours de terminale. Avant de passer à la correction, je voudrais juste vous rappeler, si vous appréciez cette vidéo, de mettre des pouces bleus, d'indiquer que vous aimez cette vidéo sur YouTube, et n'hésitez pas, évidemment, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner. Sur un marché, si le prix est supérieur au prix d'équilibre, l'offre est supérieure à la demande. La création d'une taxe sur les producteurs va provoquer un déplacement de la courbe d'offre vers le haut, une augmentation du prix d'équilibre et une diminution de la quantité d'équilibre. Un oligopole désigne la situation où un faible nombre d'acteurs du côté de l'offre fait face à de nombreux acteurs du côté de la demande. Les ententes et les cartels sur les marchés ne sont pas autorisés. Quand il y a une externalité négative sur un marché, cela signifie que les décisions prises sur ce marché ont des conséquences négatives sur des acteurs extérieurs. Par conséquent, le coût pour les entreprises est inférieur au coût pour la société et elles produisent plus que ce qu'il faudrait idéalement pour la société. Quand il y a une asymétrie d'information, l'offre a plus d'informations que la demande ou inversement, la demande a plus d'informations que l'offre. Une augmentation des dépenses publiques de 10 millions d'euros peut en effet provoquer une augmentation du PIB de 15 millions, pas forcément, mais c'est possible. Ça désigne ce qu'on appelle l'effet multiplicateur ou le multiplicateur budgétaire, qui serait en l'occurrence de 1,5. Une augmentation des taux d'intérêt directeurs par la Banque centrale va provoquer une diminution des crédits, donc un ralentissement de l'activité économique, mais aussi de l'inflation, c'est-à-dire un ralentissement de l'augmentation des prix. La différence entre taux d'intérêt nominal et taux d'intérêt réel, c'est que les taux d'intérêt réels écartent l'influence de l'inflation. Par conséquent, ils permettent d'avoir vraiment une idée du prix du financement en termes de pouvoir d'achat par rapport au prix des biens et des services. L'éducation et la socialisation, ce n'est pas la même chose. La socialisation, c'est plus large, ça ne comprend pas que l'éducation par les parents à travers des consignes et des instructions précises. Aujourd'hui, il y a évidemment encore des différences de socialisation entre les milieux favorisés et les milieux défavorisés. Le genre et le sexe, ce n'est pas la même chose. Le sexe met plutôt l'accent sur les dimensions biologiques, alors que le genre, c'est les différences de rôles sociaux. Le revenu n'est pas un des critères utilisés pour construire les catégories socio-professionnelles, même s'il existe des inégalités de revenus entre les différentes catégories socio-professionnelles, mais ce n'est pas pris en compte pour les construire. Donc justement, si on fait la liste des catégories socio-professionnelles, on va retrouver parmi elles les employés, les artisans, commerçantes et chefs d'entreprise, ainsi que les agriculteurs et agricultrices, exploitants et exploitantes. On peut ne pas être considéré comme déviant alors même qu'on n'a pas respecté une des normes de la société. Ça fait référence à la théorie de l'étiquetage. Le taux de participation électorale n'est pas calculé par rapport à toutes les personnes qui ont le droit de vote, mais uniquement par rapport à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales. Et enfin, on approche de la fin. Le fait d'être couvert par une assurance va plutôt inciter les individus à avoir des comportements plus risqués. C'est le problème de l'aléa moral. Et sur les différences donc, de logique d'assurance et d'assistance, alors là, petit piège, il n'y avait en réalité qu'une seule réponse. Pour la logique d'assurance, la caractéristique principale, c'est le fait que les aides et les prestations sociales sont proportionnelles aux cotisations que l'on a versées. Elles sont donc aussi réservées aux personnes qui ont versé des cotisations ou alors aux ayants droit. Donc si vous n'avez pas versé de cotisations sociales, vous n'avez le droit à aucune prestation sociale. Et enfin, sur les caractéristiques de la logique d'assistance, cette fois-ci on a des aides financées grâce aux impôts et réservées aux personnes les plus pauvres. Voilà, j'espère que vous avez fait un assez bon score, que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit thumbs up pour dire que vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner, et moi je vous souhaite une bonne journée.